Voilà, donc bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous parler un petit peu de ma recherche, mais aussi en général de l'état de la recherche sur ces questions. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de réseaux sociaux, de chambres d'écho et de polarisation. Donc, j'imagine que c'est des termes que vous avez déjà entendus et que vous avez plus ou moins une idée de quoi, qu'est-ce qu'une chambre d'écho et de quoi on parle quand on parle de polarisation, mais je vais bien sûr détailler ça un peu plus plus tard. Donc, juste un mot sur moi. Donc, mon domaine de recherche, c'est la science des réseaux, et je vais pouvoir un peu vous expliquer qu'est-ce que la science des réseaux et pourquoi est-ce que c'est utile pour étudier ce genre de choses. Donc déjà, quand on parle de réseaux sociaux, donc un type de réseau, c'est les réseaux sociaux, ce qui nous intéresse ici. Ce n'est pas forcément les réseaux qui sont online. En fait, on a aussi des réseaux sociaux offline. Et c'est simplement qu'on peut modéliser comme ceci, où on a les nœuds sont des personnes, et entre les nœuds, il y a des liens qui peuvent représenter plusieurs choses. Par exemple, comment l'information se diffuse, mais ça peut être par d'autres moyens que par des moyens en ligne. En fait, étudier ces réseaux, étudier leur structure, étudier la dynamique de ces réseaux permet de comprendre un peu comment l'information se diffuse, de trouver qui sont les personnes qui sont peut-être les plus importantes, qui ont le plus d'influence, et de répondre à plein de questions comme ça. Et pour commencer, je voulais commencer par prendre un peu de recul, en fait même beaucoup de recul, et réfléchir un peu à l'échelle typique des réseaux sociaux au fil du temps. Et en fait, si on remonte au début de l'espèce humaine, c'est-à-dire il y a plus ou moins 250 000 ans, et ça, jusqu'à à peu près l'origine de l'agriculture, en fait, les réseaux sociaux, c'était juste quelques familles, donc on imagine des réseaux très petits, et que l'information se diffusait plutôt lentement et aussi se dégradait rapidement. Ensuite, on a eu l'apparition des villes, des nations, et il y a plus ou moins 1000 ans, c'est des échelles plus ou moins qui sont assez approximatives. On a eu des réseaux sociaux qui peuvent prendre une échelle mondiale, mais où l'information se diffusait toujours très lentement. Et il y a à peu près juste 20 ans, en fait, Facebook et Twitter ont à peine 20 ans. Hein. On a eu l'apparition des réseaux sociaux en ligne, et là, il y a un peu tout qui a changé, qui a un peu explosé. Et en particulier, les médias sociaux ont complètement transformé la taille, la structure et la dynamique des réseaux sociaux. C'est-à-dire que donc la taille, évidemment, maintenant, il y a 4,9 milliards de personnes qui peuvent se connecter sur des réseaux sociaux. Donc on est à des échelles complètement folles comparées à l'échelle dans laquelle notre espèce a vécu pendant la plupart du temps. Et si on réfléchit aussi en termes de fidélité de l'information, et là, je ne parle pas de fake news ou de vraies news, mais simplement que l'information reste fidèle lorsqu'elle se propage. C'est-à-dire que si j'écris un tweet ou un post sur Facebook, ce même post, il va rester exactement, l'information va rester fidèle. Quand elle se propage, elle peut maintenant se propager à des vitesses extrêmes, plus ou moins instantanément à travers le monde. Et aussi, on a une accessibilité à ces réseaux sociaux qui est vraiment énorme, quoi. Donc ces trois conditions, c'est en fait trois conditions qu'on n'a jamais eues avant. Par rapport à ces par rapport à ces 250 000 ans, ça fait seulement 20 ans qu'on a ces trois conditions. Donc ce que j'essaye de dire un peu, c'est qu'on n'est probablement pas adapté pour vivre dans des situations pareilles. Et je vais parler un peu plus de ça. Et ça a eu plusieurs effets, en particulier sur le rôle des médias. On peut dire qu'avant les réseaux sociaux, c'est très simplifié, mais en fait, les gens qui décidaient un peu quel était l'agenda politique, de quoi est-ce qu'on allait parler, c'était principalement, disons, les politiciens, vous, et aussi les journalistes, bien sûr, qui allaient décider ce qui allait paraître dans les journaux.
Et aujourd'hui, cette dynamique a beaucoup changé parce qu'en fait, ils sont un peu en compétition avec des influenceurs où un peu n'importe qui sur les réseaux sociaux peut tout d'un coup imposer un nouvel agenda politique. Donc, ça a un peu renversé les relations de pouvoir. Et en un sens, je pense que c'est quelque chose de bénéfique pour la démocratie parce que ça a donné aux citoyens de nouvelles possibilités de contester le contrôle des élites sur des questions politiques, à faire entendre la voix de groupes qui étaient historiquement marginalisés. On a des exemples, par exemple les printemps arabes, c'est un mouvement qui a eu lieu en grande partie grâce aux réseaux sociaux. Il y a aussi des questions comme MeToo ou comme les mouvements Black Lives Matter qui ont pu avoir lieu grâce aux réseaux sociaux. Mais il y a un pendant à ce côté plutôt positif qui est le fait qu'on a aussi maintenant des individus qui sont très connectés. Et ces individus, on ne sait pas exactement, enfin, ils sont devenus très connectés pour différentes raisons. Et ils peuvent maintenant utiliser leur influence pour promouvoir aussi de la désinformation, des théories du complot, des discours de haine. Et c'est aussi comme ça que de l'ingérence politique peut avoir lieu. On a l'exemple aux États-Unis de la Russie qui a vraiment essayé de manipuler l'opinion pendant les élections en 2016. Et ça, en fait, il tire parti un peu de nos biais cognitifs et des réactions émotionnelles sur les réseaux sociaux. Et je vais expliquer ça un peu plus en détail. Donc, en gros, dans un contexte où les décisions dépendent d'informations précises sur le monde, hein, on a tous vécu la pandémie où c'était des fois difficile d'avoir des informations précises sur le monde. Et voilà, si on doit, en Suisse, on vote très souvent. Si on doit voter, c'est important qu'on ait des bonnes informations. Eh bien, ça peut créer un problème qui, en fait, mine ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire que, normalement, si on prend une décision tous ensemble, c'est censé être une meilleure décision parce que tout le monde a de l'information qui peut être différente. Et ça peut favoriser les comportements dangereux, tels que le refus des vaccins, et aussi accroître la polarisation dans la société et au final compromettre le fonctionnement d'une démocratie. Alors, pour comprendre un peu tout ça, il faut essayer de comprendre comment qu'est-ce qui influence notre consommation d'informations sur les réseaux sociaux. Et je dirais qu'il y a deux principaux composants. Le premier, c'est nous, notre cerveau. Et notre cerveau, il est loin d'être parfait, comme je pense que vous le savez tous. Et quand notre cerveau fait des erreurs, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et en fait, on en fait plein, ce qui est tout à fait normal, mais c'est juste que parfois, on le réalise pas. Et la deuxième partie, c'est le design et les algorithmes qui sont utilisés sur les réseaux sociaux. Alors, à propos des biais cognitifs, c'est pour ça que j'ai un peu introduit cette histoire de réfléchir au fait que, en fait, nous avons évolué pour vivre dans des petits groupes où l'information se diffuse lentement, c'était une diffusion qui se diffusait de manière orale, et qui était rapidement altérée. Donc c'était difficile, en fait, pour quelqu'un d'avoir beaucoup de pouvoir, parce que de toute façon, l'information se perd assez rapidement quand c'est du bouche-à-oreille. Hein. Et dans ces conditions-là, nos biais cognitifs et nos réponses émotionnelles étaient, en fait, très probablement utiles à la vie en société. C'est-à-dire qu'on a évolué dans ces conditions-là, et il y a eu une sélection qui s'est faite sur nos biais cognitifs et nos comportements, qui est en fait ce qui nous a permis de survivre. Et je vais juste parler de deux biais cognitifs qui sont assez connus. Vous avez probablement entendu parler du biais de confirmation, qui est simplement la tendance à privilégier les informations qui confirment ces idées préconçues. Et c'est quelque chose qui aide à réduire ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et, par exemple, un cas typique, c'est qu'on va typiquement, quand on cherche à s'informer, on va typiquement plutôt aller chercher de l'information dans des journaux où on sait que ce sont des journaux qui partagent typiquement les mêmes opinions que nous. Ça, c'est un biais de confirmation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même si dans ce journal, tout d'un coup, on lit un article avec un avis un peu différent d'une autre,
c'est là où on a un peu une dissonance cognitive parce qu'on a tendance à penser que ce journal il est d'accord avec nous, mais on voit quelque chose de différent. Et typiquement, on va avoir tendance à ne pas prendre en compte cette information. Et ça, c'est un biais de confirmation. L'autre biais, c'est ce qu'on appelle le biais pro-endogroupe. Bon, c'est un peu compliqué, mais ce que ça veut dire simplement, c'est que le endogroupe, c'est simplement le groupe auquel on appartient. Et j'ai mis une photo des supporters du Servette. Et voilà, en fait, c'est simplement ça. C'est effectivement quelque chose que je pense qu'on connaît tous. Si on va dans un stade supporter notre équipe, ben, tout d'un coup, il y a notre équipe, il y a l'équipe adverse, et puis c'est tout. Et puis on va favoriser les membres de notre équipe, et on ne va pas trop prendre en compte l'avis de l'équipe adverse. Et ces deux biais, en fait, ils jouent. On peut comprendre que ces deux biais qui, en fait, favorisent la coopération dans un petit groupe. D'accord ? Mais maintenant, si on prend ça sur les réseaux sociaux, en fait, il se passe autre chose. Et je vais vous parler de ça. Après, sur la partie du design des algorithmes des réseaux sociaux, il faut bien se dire que les médias sociaux, ils n'ont pas été créés pour améliorer la qualité de l'information ou pour notre bien-être général. D'accord ? Ils ont été créés il y a à peu près 20 ans. Les gens ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient quand ils les ont créés. Et voilà, c'est quelque chose qui a marché, qui a rapporté de l'argent. Mais ils ne se sont pas posés beaucoup plus de questions que ça. Et en fait, si on regarde maintenant sur Facebook, ils nous expliquent comment marche leur algorithme. Et ce qu'ils disent, c'est que ce qu'on voit dans notre feed, c'est-à-dire ce qu'on voit sur notre mur sur Facebook, c'est fait pour nous garder connectés aux gens, aux lieux et aux choses qu'on aime, en particulier nos amis et nos familles. D'accord ? C'est ce qu'ils nous disent. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est simplement que leur design et leurs recommandations ont pour but de garder les utilisateurs sur la plateforme le plus longtemps possible. Ça, c'est assez clair, parce que c'est comme ça qu'ils ensuite peuvent faire de l'argent. Et là, vous voyez un petit schéma qui indique un peu ce qui se passe avec le filtrage de toute l'information possible qu'on peut nous montrer. C'est ce qu'on voit ici. C'est tout ce que Facebook peut potentiellement nous montrer. Ensuite, il y a les algorithmes qui vont déjà filtrer ça pour choisir uniquement les choses qui sont... donc les algorithmes, ce qu'ils font, ils vont mettre typiquement du contenu qui est similaire à ce qu'on a déjà aimé, ou du contenu qui a été aimé dans notre réseau immédiat par nos amis ou par les gens qu'on suit sur Twitter et ainsi de suite. Et aussi, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en général, ils vont mettre du contenu qui suscite des émotions. Si vous réfléchissez encore à Facebook, sur Facebook, on peut réagir à un post avec des petits émoticônes. Tous ces émoticônes, c'est des émotions. On peut réagir avec j'aime, avec wow, avec de la colère. Mais il n'y a aucun émoticône qui est merci, ça m'a fait vraiment réfléchir profondément. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Et ensuite, c'est à quoi on est exposé sur notre mur. Ensuite, il y a un autre filtrage qui est simplement le contenu avec lequel on interagit, qui est encore une autre étape. Et c'est là que le design qui demande justement avec les émotions et on rajoute des boutons où on peut réagir, en fait, c'est un peu cette partie ici entre à quoi on est exposé et avec quoi on réagit au final. Donc maintenant qu'on sait ça, si on réfléchit qu'on a ces biais cognitifs plus ce design et ces algorithmes, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça, c'est pas vraiment la recette parfaite pour créer ce qu'on appelle des chambres d'écho. Et quand je dis chambre d'écho, la définition que j'ai, c'est que c'est un environnement dans lequel les participants rencontrent des croyances qui amplifient ou renforcent leurs croyances préexistantes par la communication et la répétition à l'intérieur d'un système fermé et à l'abri de toute réfutation. Et ça, on peut penser que ça peut avoir un effet négatif pour la démocratie, parce que dans des cas extrêmes, c'est-à-dire qu'on peut se
trouver enfermés dans une chambre d'écho et commencer à être un peu décalés par rapport à la réalité. Vivre un peu dans un autre monde où on a l'impression que les faits sont différents des faits réels. Et cette question de savoir si est-ce que les médias sociaux créent des chambres d'écho, c'est une question qui a beaucoup intéressé beaucoup de gens et beaucoup de chercheurs aussi. Et il y a une multitude d'études qui ont examiné cette question ces 10 dernières années, et je ne peux pas vous résumer tout d'un coup. Enfin, même moi, je n'ai pas pu tout lire, donc je ne sais pas. Mais et des fois, les résultats sont un peu contradictoires. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment très difficile d'étudier les chambres d'écho. C'est un système vraiment très complexe. Et en particulier, le concept de chambre d'écho, des fois, n'a pas la même définition pour tout le monde. Ça, c'est évidemment toujours un problème quand on a un nouveau concept. Et en particulier, surtout, les données appartiennent à des sociétés privées, à Facebook, à Twitter, qui ne les partagent pas forcément avec les chercheurs. D'accord ? Donc, et quand ils les partagent pas forcément toutes les données. Et pendant longtemps, Twitter était vraiment le seul qui partageait beaucoup de données. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches qui étaient faites sur Twitter. Mais ça, maintenant, ça a même complètement changé. Depuis que Elon Musk a repris Twitter, il ne partage plus rien avec les chercheurs. Facebook, c'est aussi très compliqué d'avoir accès à des données. Et quand il partage des données, il partage aussi vraiment le minimum, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et aussi, avec les données qu'on a, c'est des fois difficile de séparer l'effet des algorithmes de celui des biais cognitifs, donc ces deux composants. Et il est aussi difficile de mesurer l'exposition, à quoi est-ce que les gens sont exposés, parce que souvent les données qu'on a, c'est plutôt les données d'interaction directement. Mais cependant, je dirais qu'un consensus est en train d'émerger maintenant dans la communauté scientifique sur cette question. Et je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, je crois que maintenant c'est assez clair. Il y a eu récemment une étude sur Facebook pendant l'élection américaine en 2020 qui a été faite en collaboration avec Meta, donc la compagnie qui détient Facebook. Et là, Meta a choisi des chercheurs et ils ont partagé les données avec eux. Ils ont pu vraiment étudier en détail ces questions. Et ils ont montré qu'effectivement, les algorithmes et notre amplification sociale, donc ces deux différents aspects, contribuent tous les deux à l'augmentation de la ségrégation idéologique. Donc cette idée que des deux bords, donc ça c'est vraiment aux États-Unis, donc c'est vraiment gauche-droite, des deux bords, en fait, les gens ont plutôt tendance à voir uniquement des news qui sont de leur propre bord politique. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Ils ont mesuré, donc c'est pendant l'élection, avant l'élection, ça c'est le jour de l'élection, ça c'est le 6 janvier quand le Capitole s'est fait envahir. Et ils ont mesuré cette ségrégation avec cet indice. Et on voit que si on prend au niveau de l'audience de tout le contenu que potentiellement on pourrait voir avant qu'il y ait ce filtrage des algorithmes, on a déjà une petite ségrégation. L'algorithme rajoute une couche et c'est encore plus, on a encore plus d'effets de ségrégation. Et ensuite, si on prend avec quoi est-ce qu'on interagit, on a encore plus de ségrégation. Donc on a vraiment ces deux différents composants qui, les deux, amplifient cet effet. Et en particulier, ce qu'ils ont remarqué aussi, et c'est quelque chose qui a déjà été remarqué dans plusieurs études aussi dans d'autres pays qu'aux États-Unis, c'est qu'il y a une asymétrie entre la gauche et la droite, donc au niveau idéologique. Et il y a une partie des médias qui est uniquement consommée par des utilisateurs de droite. Et ça veut dire qu'en fait, il y a les médias qui sont plutôt au centre et à gauche, eux, ont plutôt tendance à être consommés par un peu tout le monde. Et aussi que la plupart de la désinformation se propage uniquement dans des chambres d'écho qui sont de droite. Donc là, à propos de ça, je voulais juste vous montrer
quelques résultats d'une étude que j'ai faite sur justement les élections aux États-Unis en 2016 sur Twitter, où on a étudié comment l'information se diffuse, et on a en particulier comparé les informations donc, qui viennent de journaux, d'après de journaux traditionnels, et aussi comparé aux fake news. Et ce qu'on a remarqué, donc ça c'est un réseau où je représente ici chaque nœud est un utilisateur sur Twitter, et les liens représentent comment l'information se diffuse d'un nœud à l'autre. Et là, c'est pour les news qu'on a classifiées comme étant des news du centre. Donc vous voyez le numéro 1, par exemple, c'est CNN. Et donc en fait, c'est des réseaux qui sont énormes, hein, qui ont des millions de nœuds. Et là, forcément, je représente seulement les 100 nœuds les plus importants pour qu'on puisse voir quelque chose. Autrement, il y aurait trop de nœuds. Et ce qu'on a remarqué, c'est pour les news traditionnelles, comme par exemple les news du centre, on a un petit groupe d'influenceurs. Donc c'est en fait un peu ce groupe que vous voyez là, qui sont principalement des journalistes, qui vraiment sont ceux qui contrôlent l'activité dans le réseau. C'est-à-dire quand ils postent quelque chose, ensuite l'information se propage dans le reste du réseau. Donc les réseaux de diffusion sont très grands et avec une connectivité très hétérogène. Donc c'est vraiment un peu une image de diffusion hiérarchique. Donc du sommet, on a ces journalistes qui postent une nouvelle news, elle se diffuse dans tout le réseau. Quand on compare avec les fake news, on a quelque chose de très différent. Donc là, c'est le même réseau, mais pour les fake news. Et vous voyez qu'ici, on a en fait Donald Trump, par exemple, est dans les principaux diffuseurs de fake news. Et on a la présence, on a quand même quelques journalistes dans les plus importants diffuseurs de news, mais on a aussi des politiciens, comme vous voyez, et on a aussi des gens complètement inconnus, et des comptes qui ont même été, en fait, qui ont été effacés par Twitter. Ces influenceurs, en fait, ce n'est pas vraiment eux qui contrôlent l'activité dans le réseau, plutôt ils suivent un peu ce qui se passe. Et les réseaux de diffusion sont très denses et plutôt petits, en fait. Là, on voit visuellement que ce réseau est plus dense que celui d'avant, par exemple. Donc en fait, c'est vraiment plutôt une diffusion qui est collective, ce n'est pas contrôlé par juste un petit groupe de personnes, et plus locale. Donc en un sens, ici, c'est plus vraiment ce qu'on entend par une chambre d'écho, si on veut. Alors qu'on voit que si on regarde les news traditionnelles, on ne peut pas vraiment dire qu'elles forment une chambre d'écho, parce qu'elles se diffusent un peu à travers tout le réseau. Donc l'autre conclusion par rapport à ces chambres d'écho, c'est qu'en réalité, si on prend un utilisateur moyen, sur Internet, en fait, cette personne est exposée à une plus grande variété idéologique d'opinions et d'informations en ligne plutôt que hors ligne. Et aussi plutôt qu'avant l'apparition des médias sociaux. En fait, si on réfléchit, les plus grandes chambres d'écho, si on veut, c'est les chambres d'écho qu'on a hors ligne. C'est-à-dire si on est juste avec nos amis, nos collègues, il y a de fortes chances que ce soit principalement des gens qui pensent plus ou moins comme nous. Et c'est plutôt quand on va en ligne que tout d'un coup on voit plein d'informations et d'opinions qui sont très différents de nos propres opinions. Et ça, pendant longtemps, on a pensé que c'était plutôt quelque chose de bénéfique pour le mélange des idées, pour la démocratie et tout ça. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'en fait, on voit que la polarisation de nos sociétés aussi augmente à cause des médias sociaux, il semble. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils permettent aux informations extrêmes de facilement se diffuser à travers le spectre politique. C'est-à-dire que par rapport à avant, maintenant, on peut être exposé à beaucoup plus d'informations et
aussi des informations très extrêmes qui se diffusent facilement. Et si on repense à cette idée de stade de foot, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand on lit ces informations, quand on est exposé, on est connecté avec nos pairs. Et ça veut dire qu'on est plutôt dans un stade de foot que dans notre salon en train de lire le journal tout seul où on peut réfléchir. Quand on est en ligne, on est en fait, on peut pousser à penser en termes de groupe, en disant c'est notre groupe, c'est nos amis, nous on pense comme ça, et les autres ils pensent différemment. Et en plus, on est dans un contexte de compétition pour notre attention sur ces réseaux sociaux, qui ne pousse pas vraiment à la réflexion. Donc le résultat, c'est qu'on finit par penser que les autres, donc ceux qui ne sont pas dans notre groupe, sont plus extrêmes que ce qu'ils sont vraiment, en fait. Parce qu'on voit toutes ces informations extrêmes et on se dit « Ah, mais ça veut dire que tous ces gens, ils pensent comme ça, mais c'est pas possible. » Et en fait, donc ça a l'effet de donner l'impression que les autres sont plus extrêmes, et aussi ça nous enracine plus profondément dans nos propres convictions. Donc c'est comme ça que la polarisation, en tout cas la polarisation perçue, accroît. Et juste un petit exemple d'une autre étude que j'ai faite, où on a maintenant comparé les élections en 2016 avec les élections en 2020, toujours sur Twitter aux États-Unis. On a de nouveau cherché qui sont les influenceurs les plus importants pour différents types de news. Là, vous voyez les différents types. Et pour chaque type, on a regardé qui étaient ces influenceurs, en termes de est-ce que c'est des journalistes qui font partie des médias, est-ce que c'est des politiciens, ou est-ce que c'est des gens indépendants. Et quand on regarde comment ça a changé de 2016 à 2020, donc 2016, vous voyez ici, et 2020, c'est ce qui est strié. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, déjà, simplement, il y a un renouvellement de 75% des influenceurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 75% des influenceurs qui sont complètement nouveaux en 2020. Donc, il y a une énorme compétition pour rester un influenceur. Et que la proportion des 25 premiers influenceurs affiliés aux médias a diminué de 10% dans toutes les catégories. C'est ce qu'on voit un peu ici. La catégorie médias a diminué à chaque fois. En fait, on voit qu'elle a été principalement remplacée par des politiciens. Donc on voit que sur Twitter, en tout cas aux États-Unis, les politiciens commencent à prendre la place des journalistes pour directement interagir avec leurs électeurs. Mais c'est le contraire dans la catégorie fake news et aussi ce qu'on appelle les news extrêmement biaisées, où là, en fait, on voit le contraire, on voit qu'il y a des nouveaux médias qui sont apparus et qui ont pris la place de gens qui étaient indépendants avant. Donc, en gros, on voit une forte compétition pour rester un influenceur et un changement vraiment très rapide du paysage. Ça, c'est en juste 4 ans. Et ensuite, en utilisant ces données, en regardant tous ces influenceurs à travers, donc influenceurs politiques à travers toutes les catégories de news, on reconstruit le réseau de tous les gens qui ont en fait, interagi avec ces influenceurs. Et en utilisant des méthodes de sciences des réseaux, on peut ensuite calculer une idéologie pour chaque utilisateur. Et ça nous permet de voir un peu la distribution d'idéologie, donc de gauche à droite, et de comparer si, entre 2016 et 2020, la situation est devenue plus ou moins polarisée. Et on a pu mesurer qu'effectivement, c'est devenu beaucoup plus polarisé, c'est-à-dire que les gens auront beaucoup moins tendance à retweeter quelqu'un de l'autre bord politique. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que c'est dû, entre autres, au fait que les gens qui étaient moins polarisés ont quitté Twitter. Les gens qui sont arrivés étaient plus polarisés. Et c'est la même chose pour les influenceurs. Les influenceurs qui sont arrivés en 2020 étaient aussi plus polarisés. Donc on voit que vraiment ces réseaux sociaux ont un effet polarisant où ils vont encourager les gens à être de plus en plus polarisés sur ces réseaux sociaux. Donc voilà, je voulais juste finir avec une conclusion et quelques perspectives. Donc, juste pour résumer, on a vu qu'en très peu de temps, les médias sociaux ont complètement
transformer le mode et l'échelle de diffusion des informations, que les plateformes des médias sociaux exploitent nos réactions émotionnelles et nos biais cognitifs pour nous garder connectés. Elles renforcent l'effet de ségrégation de l'information, ce qui peut créer des chambres d'écho dans lesquelles des individus ultra connectés peuvent diffuser de la désinformation. Mais malgré cela, un internaute moyen est exposé à une plus grande variété d'opinions et d'informations qu'auparavant, mais dans un contexte d'attention limitée et de récompense pour les comportements de groupe, ce qui nourrit la polarisation. Et la régulation des grandes plateformes a maintenant débuté en Europe, qui ont mis en place plusieurs lois. Et je voulais dire que pour une régulation efficace et fondée sur des résultats scientifiques, il faut que les médias sociaux soient plus transparents et ouverts aux chercheurs indépendants. Et ça, je pense que si on ne les force pas, ils vont pas le faire. Et je pense que la question que je voulais un peu laisser ici, c'est comment concilier nos biais cognitifs et nos comportements sociaux avec le design et les algorithmes des réseaux sociaux. Donc, ce que j'ai essayé d'expliquer un peu, c'est qu'on n'est pas vraiment fait pour vivre dans un monde avec des réseaux sociaux, mais en même temps, on a seulement 20 ans de recul. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas designer des réseaux sociaux qui sont différents de ceux qu'on a maintenant. Et je pense que les points principaux, je dirais, c'est qu'il faut éduquer les utilisateurs de ces réseaux sociaux sur ces mécanismes. Il faut aussi leur donner les moyens de contrôler ces effets. Et pourquoi pas repenser le design des médias sociaux. Et si on réfléchit plutôt qu'exploiter nos biais cognitifs, en fait, ils pourraient peut-être nous aider à les surpasser. Peut-être qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, qu'on peut utiliser des façons de designer les réseaux sociaux pour plutôt nous aider à des échanges positifs et à encourager la réflexion. Et voilà, merci pour votre attention. Bonjour, donc moi je vais vous parler d'un autre risque ou d'un autre phénomène en ligne dont il faut se soucier, qui se chevauche en partie avec ce dont nous a parlé Alexandre, mais c'est aussi assez différent pour qu'on le traite de manière un petit peu différente. Et c'est cette histoire de montée de mèmes du complot. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par cela. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur la désinformation en ligne, les fake news, en 2016, au moment où c'était vraiment le grand moment de la panique morale autour de ces fausses nouvelles. Et depuis, j'avoue, je n'ai jamais eu autant d'attention de la part des hommes et des femmes politiques, de la part des journalistes. Donc ça, d'un côté, c'est une très bonne chose pour un chercheur comme moi, les chercheurs comme moi, Media Studies, parce qu'on nous écoute, on nous demande notre expertise. Mais de l'autre côté, la chose que j'ai rapidement appris en regardant la littérature, les études scientifiques sur les fake news, c'est qu'en fait, cette notion de fake news est assez trompeuse. Il faut vraiment se méfier de cette idée de fake news. Parce qu'en fait, elle a plusieurs problèmes qui ont été montrés par différents chercheurs qui ont travaillé sur la question. Le premier problème des notions de fake news, c'est qu'elle est extrêmement vague. Donc, sous le terme, sous l'étiquette de fausses nouvelles, on met plein de choses différentes qui ont très peu à voir les uns avec les autres. On met des contenus extrêmes et partisans, on met des effets de polarisation, on met du native advertisement, qui sont de la publicité qui se fait passer par des actualités, on y met de la propagande, on met de la satire, on met des blagues, on met des mèmes, on met plein de choses différentes qui en fait sont d'un point de vue communicationnel, des mécanismes très différents. Le deuxième problème de la notion de fake news, c'est qu'elle est impossible à distinguer des formes de désinformation passées. D'un côté, on nous dit que les fausses nouvelles seraient quelque chose de totalement nouveau et très très fortement liées aux médias sociaux et au nouvel développement des plateformes en ligne. Mais de l'autre côté, la plupart des choses qu'on met sous cette étiquette-là, on les observe et on les observait aussi dans les médias traditionnels.
Donc, propagande, native advertising, polarisation, tout ça n'a pas du tout été inventé par les médias sociaux et c'est même discutable que ça soit été augmenté par l'arrivée des médias sociaux. Troisième et peut-être la plus grave problème de ces notions de fake news, c'est qu'elle est basée sur une idée assez simpliste du travail des news, des actualités et des journalistes. Comme si, en quelque sorte, il y avait une espèce de correspondance factuelle entre une réalité qui serait quelque part en dehors, et puis le reflet de cette réalité à l'intérieur de comptes rendus qui informent les journalistes. Alors que dès qu'on étudie un petit peu ce qu'ils font les journalistes, tous les journalistes, les bons comme les mauvais, c'est évidemment de raconter une histoire autour de quelque chose qui s'est passé et de le rendre plus simple et plus compréhensible. C'est exactement leur travail. Ils ne font pas que juste rapporter exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, ça ne veut rien dire, rapporter exactement ce qui s'est passé. Alors toute la question c'est, est-ce qu'ils font bien ou pas bien ce travail de mise en récit de ce qui s'est passé? Et bien et pas bien, c'est quelque chose qui est difficile à capturer avec des notions comme vrai et faux. C'est basé sur... Il nous faut d'autres manières de regarder à ça. Tout cela fait, et c'est le quatrième problème de la notion de fake news, que la notion de fake news est assez dangereuse d'un point de vue politique. Parce qu'en fait, elle est plutôt trompeuse quant aux solutions possibles. Si on pense que les problèmes de la désinformation en ligne sont des actualités, des contenus qui essayent de se faire passer par des vraies actualités, mais qui en fait sont fausses, alors on s'imagine que la manière de réagir à ça, c'est d'identifier et puis enlever, effacer, si vous voulez, ces actualités-là. Alors que si bien cela existe, ce n'est qu'une partie relativement petite de la désinformation en ligne. Là, si je retrouve la bonne slide, tac. Voilà. Alors, ces genres de choses-là existent, hein, je les ai retrouvées moi-même, on les a retrouvées dans nos études. Là, par exemple, vous voyez un exemple de ça, c'est une fausse version du site du journal Le Soir, qui est un journal belge. C'est une fake news, dans ce cas-là, au sens propre du terme. Hein, c'est une fausse nouvelle qui essaie de se faire passer par une vraie nouvelle, c'est une espèce de mensonge, si vous voulez. Et là, vous voyez, donc ça, c'est la vraie homepage du site Le Soir, et puis la fausse. Alors ça existe, ça n'a rien de nouveau. Vous voyez, c'est la même chose qui est arrivée pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur le même, c'est assez étonnant, sur le même journal belge Le Soir, donc c'est pas nécessairement nouveau. Mais en plus, c'est relativement petit, on en a trouvé peu de cet exemple-là. Ce qu'on a beaucoup trouvé, c'est des exemples comme le deuxième, que vous aurez peut-être sans doute vous passé aussi parce qu'il était très très célèbre, qui est cette histoire de le pape ayant soutenu la candidature de Donald Trump. Évidemment, c'était faux, mais personne n'a jamais cru que c'était vrai. En quelque sorte. Quand vous étudiez ça, cela a été toujours présenté comme une espèce de mème d'Internet, comme une espèce de blague, si vous voulez, qui a beaucoup été repartagé comme ça. Et quand on va regarder qui a repartagé cette actualité, c'est soit des gens qui la repartagent en tant que blague, soit des gens qui la repartagent pour la fact-checker, pour dire c'est faux, en quelque sorte. Ce qui fait que cette news a beaucoup voyagé sur les médias en ligne, sur les médias sociaux, sans que personne n'y croie vraiment. Ce qui ne veut pas dire qu'elle était, pour autant, sans conséquences et qui n'a pas posé des problèmes au débat public. Elle l'a fait, mais pas passant par un mécanisme de croyance, si vous voulez, pas parce que les gens se sont convaincus de ça, mais parce qu'elle nous a en quelque sorte distrait des sujets plus importants sur lesquels on aurait dû passer plus de temps à discuter au moment notamment des élections, mais pas seulement au moment des élections. Et donc, une chose que moi je propose, c'est de remplacer cette notion de fake news avec la notion de junk news. Donc, junk news, ça rappelle un petit peu, et c'est fait exprès, l'idée de junk food. Donc, ce serait quelque chose qu'on consomme, des news qu'on consomme, non pas parce qu'elles pensent qu'elles sont particulièrement nutritives pour nous, qui nous font du bien. On sait qu'ils nous font du bien, on sait qu'ils nous font du mal, qu'elles sont fausses, mais on les repartage, on les consomme et on les repartage parce qu'elles sont en quelque sorte addictives. Et donc, elles ont cette caractéristique de capturer beaucoup d'attention. Soudainement, tout le monde en parle.
mais ne pas être capable de garder cette attention pour assez longtemps pour qu'un débat constructif et sain se développe. Donc ce qui compte, ce n'est pas tellement vrai ou faux. Alors, bien sûr, ça c'est aussi important, hein, je ne dis pas, mais en quelque sorte, c'est un problème qui est moins prévalent dans les médias en ligne. Ce qui est, de mon point de vue, un vrai problème des médias en ligne, c'est le problème des contenus qui deviennent très très visibles et puis disparaissent tout aussi rapidement qu'ils sont devenus visibles. Et ça, c'est quelque chose qui est connu aussi dans la media studies, dont on parlait même avant de l'arrivée des médias sociaux, mais qui est un peu, et je pense c'est un peu dommage, passé en deuxième plan avec l'arrivée des médias électroniques, parce que si avant l'arrivée des médias électroniques, d'Internet et du web, le grand problème des médias, c'était l'occupation de l'espace limité des fréquences. Donc évidemment, il y avait relativement peu d'espace sur les fréquences télévisées, radiophoniques et même sur l'espace des journaux, sur le papier